Parfois, on se trompe. On croit chercher quelque chose qu'on peut nommer très explicitement, mais on cherche autre chose sans le savoir, avec une détermination et un aveuglement inexplicables. Par exemple, on décide de partir au Japon pour un travail d'écriture, avec un protocole, des modes d'investigation, un plan d'approche, un objectif précis. On expose le projet devant un jury. On explique qu'on va écrire sur les répercussions 25 ans plus tard d'actes terroristes qui ont eu lieu dans le métro de Tokyo en 1995. Les membres du jury acquiescent. On explique que 1995, c'est très ancien, qu'on veut explorer la mémoire des événements traumatiques, qu'on ne pourrait pas le faire à Paris en enquêtant sur les attentats parisiens parce qu'on aurait trop peur d'être aspiré et englouti et submergé par quelque chose de trop proche, qu'on a besoin de dépayser le dossier. Les membres du jury acquiescent. On dit aussi qu'on veut aller à Kyoto plutôt qu'à Tokyo pour approfondir encore cette idée de dépaysement. On veut rester à distance. On veut questionner les gens sur un événement auquel ils n'ont pris aucune part pour voir si l'oubli laisse quand même des traces. Les membres du jury acquiescent. On rappelle les faits. 20 mars 1995, 4 attentats presque simultanés ont lieu dans le métro de Tokyo sur plusieurs sites différents, attentats perpétrés par les membres de la secte Aum à l'aide d'un gaz militaire, le gaz sarin. Les terroristes répandent le gaz en perçant des sacs plastiques avec la pointe de leur parapluie, 13 morts, plus de 5000 blessés. On précise qu'il s'agit moins de revenir sur ce qui s'est passé que sur les effets et les restes qu'un événement de cette ampleur peut laisser dans les consciences de celles et ceux qui n'en ont pas été directement victimes. Les membres du jury acquiescent. Tout en parlant, on pense à 1980. On se souvient, adolescente, de la première manifestation à laquelle on a participé pour protester contre l'attentat de la rue Copernic. On se souvient qu'on se sentait comme protégé par une foule immense, par la ferveur et par le silence de cette foule, qu'on avait éprouvé pour la première fois de son existence un sentiment d'appartenance, comme s'il fallait des attentats, des drames et des centaines de milliers de personnes marchant côte à côte pour donner à ce sentiment une quelconque réalité. On ne dit pas tout ça aux membres du jury, ce n'est pas l'objet de cette audition. On revient à Tokyo, à Kyoto, au Japon, au gaz. On dit que, bien sûr, on n'a pas choisi le gaz pour rien. On prend un air entendu. On rappelle que le sarin a été utilisé dans des contextes de guerre, en Syrie contre les populations civiles. C'est l'arme invisible par excellence. Les membres du jury acquiescent. On tient le projet, on a tous les fils en main, on sait exactement ce qu'on cherche, comment, pourquoi. On intitule le projet « Une terreur invisible ». Le dossier est retenu, le départ confirmé, on remplit des papiers, des formulaires, des autorisations, on prend des assurances diverses, on signe des attestations sur l'honneur, on quitte Paris en toute confiance, avec une liste de personnes à contacter, des témoins à rencontrer, des relations et des adresses à exploiter. Et dès l'instant où l'on pose le pied sur le sol japonais, tout se dérobe. J'aimerais bien vous aider, mais je vois pas comment, parce que moi, j'habite pas ici. Je n'ai connu les événements que par les images de la télé qui est restée allumée toute la journée et aussi le lendemain. Ce que je peux vous raconter, ce sont des choses que j'ai vues et entendues sur l'écran. Tout le monde était très choqué, hein, mais je n'étais pas vraiment concernée. Aucun membre de ma famille ne vivait à Tokyo à l'époque. J'étais petite, j'étais jeune. Enfin, moi, j'ai été jeune il y a longtemps.
Dès l'aéroport, on a senti ce petit pincement qu'on connaît bien, cet agacement, cette agitation déplacée. On a déjà éprouvé ça ailleurs, dans d'autres pays, pour d'autres raisons, ou plutôt pour les mêmes raisons. Une raison culturelle ou historique. La grande histoire des sociétés polies, des sociétés calmes, de celles où tout le monde est bien élevé. On est allé au guichet pour réserver un taxi et là, un homme en uniforme a levé une main gantée d'un blanc immaculé et a prononcé une phrase incompréhensible assortie d'un geste impérieux. C'est sur cette chaise-là qu'il fallait s'asseoir. Et quand on s'est levé pour se dégourdir les jambes, il a pointé l'index en direction de la chaise. Se rasseoir était l'impératif signifié par ce geste. On avait déjà l'envie quasi irrépressible, mais réprimée, de n'accorder à cette injonction muette qu'une attention limitée. Les ordres sont faits pour être enfreints. Voilà le contexte. Je veux bien répondre à toutes vos questions, mais à vrai dire, j'ai tout oublié. J'ai un peu honte quand j'y pense. Un événement aussi traumatique n'a laissé en moi aucune trace. La première fois qu'on a passé la porte de l'immeuble en béton brut où l'on allait résider, un insecte qu'on n'avait jamais vu, aux proportions qu'on a jugées colossales, grimpait lentement le long de la paroi qui permettait d'accéder aux étages. On l'a observé avec stupeur avant d'entrer dans l'ascenseur, de vérifier qu'aucune autre bête de ce type n'avait élu domicile dans l'habitacle, de presser le bouton indiquant l'étage d'accueil et d'entendre avec soulagement le barrissement des portes automatiques se refermant sur cette vision troublante. La présence de l'animal venait ternir ou contredire l'aspect lisse et froid de l'architecture du bâtiment, rappelant silencieusement les dangers inhérents à l'installation humaine sous les latitudes tropicales. On a appris ensuite qu'il s'agissait d'une scolopendre, dont la morsure peut être mortelle, du moins selon le gérant de la résidence. Il a insisté pour qu'on n'ouvre jamais les fenêtres, qu'on badigeonne toutes les plaintes et encadrements de porte d'un produit toxique, qu'on vérifie chaque soir la bonde de la salle de bain par où les scolopendres ont l'habitude, comme les cafards, d'entrer dans les logements, attirés par l'humidité et les restes de nos nourritures. La mort, sous la forme d'un corps sombre aux pattes multiples, à la fois agile, rapide et apparemment stoïque, voire inerte, rôdait partout, et on était tenu de lutter contre ces possibles incursions dans les espaces de vie humaine. Toute présence suspecte serait imputée à une négligence, et toute négligence pouvait conduire l'un ou l'autre des résidents à l'hôpital ou à la morgue. On était prévenus. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce que ce jour-là, je n'étais pas là. On a attendu une femme qui devait venir avec l'une de ses amies pour raconter l'histoire d'une autre femme qui elle-même connaissait un homme qui avait lui-même rencontré une jeune fille dont la mère avait été victime de l'attentat au gaz sarin. C'est du moins ce qu'on a cru comprendre. Quand on a ouvert la porte, 2 personnes en costume traditionnel se sont inclinées respectueusement et se sont précipitées, sans qu'on les y ait invitées, dans tous les recoins de l'appartement, toilettes, salle de bain, cuisine, ont monté 4 à 4 l'escalier pentu qui menait à la chambre, et une fois l'ensemble des lieux inspectés, sont revenus dans le salon, ont poussé un soupir de soulagement, comme si après avoir vérifié qu'aucun micro n'avait été posé, elles pouvaient s'abandonner en toute quiétude à leur interlocutrice. Elles ont alors sorti tout un attirail de tasses et de petites cuillères en bois pour préparer le thé, ce qui les a éloignées définitivement des attentats de Tokyo et des raisons pour lesquelles on leur avait proposé de venir. J'aurais vraiment aimé vous parler du gaz sarin, mais ça ne sera pas possible. Parce que le spécialiste que je pensais vous présenter habite dans le nord du Japon et finalement, il ne pourra pas participer. On essaye d'entrer en relation plus personnelle avec les témoins qu'on sollicite, de repérer d'infimes variations dans leur voix, leur posture, leur costume, leurs mots, de déjouer le cliché. L'une des méthodes qu'on emploie consiste à leur demander de choisir le lieu de la rencontre, qu'on imagine doux, confortable et suffisamment accueillant pour recevoir leurs paroles incertaines, bredouillantes, hésitantes ou rompues. C'est ainsi qu'on se retrouve, un jour de semaine, aux heures de pointe,
dans un café international extraordinairement bruyant, animé, touristique, à attendre quelqu'un qui arrive avec 3 quarts d'heure de retard. Le témoin se confond en excuses. Sa très vieille mère avait besoin de son aide, elle se sentait mal et il a dû l'amener à l'hôpital où elle vient de rendre son dernier soupir. On est tellement désarçonné par cet imparable motif énoncé au milieu d'une intense agitation générale que les questions qu'on avait prévues gèlent instantanément et forment de gros glaçons qu'on n'arrive ni à sucer ni à cracher. On est en pleine déconfiture. Namida ga afureru kanashii kisetsu wa dareka ni dakareta yome wa miru nakitai kimoshi wa kotoba ni dekinai koniyamo tsumetai Ame gafuru Korae kirenakute Tameiki bakari Imamoko no mune ni Natsu wa meguru Shiraku jichu musukitu ite Ime no naka etsurete ite Wasorerare nai hurting sao oh oh Koe ni naranai Tsunami kaita namae keshite Nami wa doko ekaeru no ka Toorisugi yuku love and roll oh oh Ai wa sono mama ni Akihiro, quadragénaire alerte et nerveux, a insisté pour me voir, sans doute parce qu'il avait besoin de raconter à une inconnue à quel point il se sentait coupable d'avoir, dans sa jeunesse, éprouvé une petite attirance pour la secte Aum. Dans les années 90, il avait suivi ses interventions, avait écouté et peut-être cru à ses discours sur la nécessité de changer un monde en voie de disparition, et surtout avait lié une amitié forte avec 3 jeunes garçons de son âge avec qui il faisait des expériences chimiques clandestines dans les locaux de son collège. On pensait vraiment que le monde allait finir. Et l'attentat de mars 1995 en était en quelque sorte la preuve. Après l'attentat, je suis allée avec mes amis dans une salle de chimie et nous avons volé des produits. On formait une sorte de petite société secrète. Et un des membres du groupe, Sunshi, un garçon très pessimiste, a ensuite mis le poison qu'on avait fabriqué dans le déjeuner d'un étudiant. Heureusement, rien n'est arrivé. On considérait Sunshi comme un nouvel Asahara. Il a d'ailleurs été un peu terroriste, a été interné dans un hôpital psychiatrique. Je n'ai plus eu aucun contact avec lui. Je me souviens très bien que, juste avant le passage à l'an 2000, Sunshi et moi sommes montés sur la colline en face de chez lui et avons regardé le dernier coucher de soleil avant la fin du monde. On se disait qu'on voyait le ciel pour la dernière fois. Quand as-tu compris que ton adolescence était achevée ? Voudrais-tu revenir en arrière ? Refaire ? Recommencer ? De ton passé, si tu le pouvais, que voudrais-tu changer ? Akihiro ne m'a pas précisé ce que « être un peu terroriste » pouvait signifier. Il semblait soulagé de s'être livré. En relisant ce mot sur mon écran, « livré », je me dis que je l'ai écrit en pensant sans doute inconsciemment aux forcenés qui, après leur forfait, finissent par se livrer à la police. Akihiro m'a dit qu'après cette période, la fin du monde annoncée ayant été visiblement retardée, il avait quitté le Japon pendant plusieurs années. À son retour, sa souffrance était telle qu'il ne voyait pas comment vivre dans son pays.
Pour calmer cette douleur sans cause précise, il avait pratiqué la méditation, pratique qui, si elle semblait à la mode en Europe, était devenue suspecte au Japon depuis qu'Asahara et les membres de la secte meurtrière l'avaient largement diffusée. Akihiro, malgré l'inquiétude de ses proches, s'était retiré dans un temple où un moine lui avait enseigné la meilleure manière de ne penser à rien. Je suis resté assis en lotus pendant 2 semaines et j'ai pu, grâce à ça, explorer la sensation de ma présence. Nous sommes comme des ordinateurs en surchauffe, nous avons besoin de temps en temps d'éteindre pour pouvoir ensuite être là. Akihiro, à la différence des autres témoins, ne m'avait donné rendez-vous nulle part. Nous marchions presque au hasard dans les rues, pris dans l'entrelacs de la ville et sa pulsation. J'ai pensé que cette manière de bouger sans jamais s'arrêter contredisait la position de lotus dont il me vantait les mérites. Et je me suis dit que malgré les efforts que nous faisons tous pour ressembler un peu plus à ce que nous voudrions être, il y a en nous un moteur obscur, un bourdonnement ancien, qui, chaque fois que nous tentons de le soumettre, de le brider ou de l'éteindre, se rappelle à nous en murmurant derrière une porte dérobée, sous une trappe ou une fente du parquet. Le diable gît dans les détails. Estimes-tu que tu as réussi ta vie, que tu l'as ratée? Ces phrases, j'ai réussi ma vie, je l'ai ratée, te paraissent-elles absurdes, inopérantes, prématurées? Arriveras-tu un jour à les prononcer? Keito sirotait son énième verre de saké. J'avais bu, moi aussi, sur son invitation, ce qui rendait mon écoute et mon attention pour le moins flottantes. Mais Keito, lui, n'accédait pas comme moi à des états altérés de la conscience. Il paraissait pensif et concentré. Le japonais est une langue très compliquée, a-t-il dit, comme s'il se parlait à lui-même. Beaucoup plus compliquée que l'anglais. En particulier parce que le « je » japonais n'existe pas vraiment. On l'utilise très peu, même entre amis. Il existe bien un « je », mais on ne l'emploie que dans l'intimité avec des proches. Et ce mot n'existe pas pour les femmes. Les femmes n'ont pas à leur disposition cet accès à l'intimité. Et ce qui rend la langue plus complexe encore, c'est qu'il n'y a pas de genre en japonais. Il faut toujours être attentif au contexte, à l'atmosphère, au cadre dans lequel on est amené à s'exprimer avant de prendre la parole. Il s'agit de respecter l'harmonie entre les différentes personnes présentes, et ce respect s'apprend tous les jours, à l'école, à la maison, au bureau. On doit rester à l'affût. On ne doit pas commettre d'erreurs et rompre l'harmonie sociale sous peine d'être ostracisé. C'est pourquoi il est si fatigant, même pour un Japonais, de parler sa propre langue. Jamais je n'aurais imaginé que la paix sociale et la concorde pouvaient exiger un travail aussi épuisant, une contrainte aussi permanente, un oubli de soi aussi profond et systématique, la nécessité de renoncer, par l'entremise d'une langue lisse et impénétrable comme un miroir, à toute individualité. Grâce à Keito, j'ai compris pourquoi la paix est un bien aussi précieux que fragile, et pourquoi les sociétés en guerre et les hommes en guerre peuvent parfois rechercher la violente discorde, y trouver de quoi satisfaire certaines pulsions, la peur et la colère permettant de faire tomber bien des barrières et produisant, en même temps qu'une montée d'adrénaline, un sentiment de jouissance et de libération aussi rare que puissant. Petit à petit,
grâce à un lent travail de ralentissement, de méditation, d'acceptation du vide, j'ai appris à entendre ce qui se murmure, ce qui s'échappe, ce qui par-dessous frémit. La torpeur humide de l'été japonais me tenait encore prisonnière, mais j'acceptais un peu mieux de m'y étaler et presque de m'y vautrer. Quand, aux heures les moins chaudes de la journée, je quittais mon repère pour rejoindre le centre-ville, je devais descendre une rue presque campagnarde avant de passer sous une arche supportant une ancienne voie ferrée. Un jour, où j'étais moins préoccupée que d'habitude par le tourbillon des voix entendues et les questions incessantes qu'il suscitait en moi, j'ai levé presque machinalement la tête et j'ai vu, exactement sous la voûte, des araignées noires aux pattes longues et fines en train d'attendre groupées leur prochaine proie. Au lieu de poursuivre ma route, je suis remontée chez moi pour questionner le gérant de la résidence à propos de ces arachnides. Il m'a confirmé qu'il s'agissait de veuves noires, comme leur aspect le laissait supposer. Très peu d'accidents, a-t-il ajouté avec un sourire d'excuse. J'ai d'abord pensé qu'il cherchait seulement à me rassurer, mais vu l'attention qu'il portait par ailleurs aux scolopendres et aux modes de protection à déployer contre ces insectes, j'ai décidé de lui faire confiance et de considérer ces araignées, malgré leur taille, comme des bêtes inoffensives. Je suis donc redescendue par la petite rue serpentine, et au moment de passer sous l'arche où elles habitaient, j'ai seulement, sans aucune logique, cessé de respirer. Le rituel a eu l'avantage de m'offrir l'illusion que je ne courais aucun danger. Sans lui, il m'aurait fallu faire un tel détour pour accéder au cœur de la ville que j'aurais peut-être renoncé définitivement à quitter ma colline. J'ai répété ce rituel à chaque passage sous ce porche, sans doute une manière d'associer ma présence vivante au souffle et, en le retenant, d'induire ces créatures en erreur, en leur faisant croire, ou en me faisant croire à moi-même, que je n'étais pas là. Arrives-tu à établir le lien entre les multiples personnes passées et présentes qui coexistent en toi ? Peux-tu les compter, les nommer, les distinguer, les classer ? Est-ce forcément la dernière dans le temps, celle que tu es ici et maintenant, dont tu te sens le plus proche ? Tu t'es tu, je me suis tue. Qui es-tu ? Je ne sais plus. Qui es-tu ? Je suis tu. Tu te terres, tu te terres, tu te terres, terme-tu, terme-tu. Tu te terres, tu te terres, tu te terres, terme-tu, 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 terme-tu. J'ai rencontré Yuri dans un café niché à l'intérieur d'un grand centre commercial. Le brouhaha était tel qu'il était bien difficile de nous entendre. J'étais censée m'entretenir avec lui des attentats au gaz sarin, mais il restait étonnamment taciturne. « Quelle est votre relation avec les morts » ai-je fini par lancer dans l'espoir de vaincre ses réticences ou de remuer en lui je ne sais quel souvenir enfoui. Contre toute attente, Yuri s'est penché vers moi, comme si enfin cette question lui était adressée. Ma sœur a toujours été déséquilibrée. Et quand elle était jeune, elle voyait notre mère, a-t-il chuchoté. Heureusement, depuis que nous sommes devenus adultes, elle va mieux, ou alors elle n'en parle plus. J'ai relu à plusieurs reprises cette phrase, transcrite à partir de ma conversation avec Yuri. Je l'ai ressassée. Toutes les phrases prononcées par mes interlocuteurs japonais me plongent, aujourd'hui encore, dans une grande perplexité. J'y trouve l'expression de ce qui me froisse et me touche dans ce pays. Une difficulté à laisser jaillir à l'extérieur des émotions jugées sans doute obscènes,
ou insignifiante, un poids qui s'abat journellement sur les consciences et sur la langue et dont on ne peut se défaire sous peine d'être jugé étrange ou différent ou idiot ou éternellement enfant. Avec le recul, je crois que c'est cette règle du silence, comme vertu hautement sociale, comme ciment et lien, qui m'a pesé lors de mon séjour au Japon, sans doute parce que j'y retrouve une manière d'être que j'ai longtemps adoptée et contre laquelle il a fallu que je me batte pour réussir enfin, à mon tour, à parler des morts qui sont autour de moi et qui continuent, parfois contre mon gré, à m'accompagner. Quand as-tu parlé pour la première fois de ton secret ? Te souviens-tu de l'effet qu'a eu cette confidence sur les relations que tu entretenais avec la personne à qui tu l'as livrée ? Cela vous a-t-il rapproché ou séparé ? Sakiro hésitait à prendre place. Elle n'osait pas s'asseoir. J'ai gardé en mémoire ses cheveux gris. Il me semblait qu'une femme japonaise n'aurait pas dû porter des cheveux gris, qu'une tradition informulée aurait dû la conduire à les cacher ou à les teindre. Comme avec les autres témoins, mes questions sur les attentats n'ont donné lieu à aucune réponse particulière, soit que les événements aient été trop anciens, soit que la particularité des faits se soit brouillée à force d'être recouverte par d'autres particularités et d'autres événements tout aussi traumatisants ou remarquables. Sachiro, pourtant, je le sentais, avait quelque chose à raconter. Mais quoi ? J'ai tourné autour de sa date de naissance, et donc autour de son enfance, de sa famille. J'imaginais que tout secret se loge là, au milieu des siens, sous cette enveloppe qu'on croit protectrice et à l'intérieur de laquelle on étouffe à force d'attention à l'autre. On n'a pas le droit de faire souffrir ses proches, sans doute une règle dont j'imaginais que Sachiro avait dû la respecter à la lettre. « Je suis une enfant de la guerre », a-t-elle dit. On avait faim. Mes parents ne parlaient jamais de cette période, mais j'ai appris, je ne sais comment, qu'ils avaient vécu en Mandchourie avant ma naissance. Et il y avait eu 2 enfants. Êtes-vous allée en Mandchourie ? Ai-je demandé comme si je cherchais à échanger avec elle sur des lieux touristiques que nous connaîtrions l'une et l'autre et qui constitueraient entre nous un territoire commun ? Oui, j'y suis retournée. Retournée, ai-je pensé. Sachiro est retournée en Mandchourie. J'ai ruminé ce verbe si longtemps qu'il est encore là, depuis ma rencontre avec elle. On retourne, là où on n'a jamais mis les pieds. On va voir ce qu'on a en soi sans le vouloir. On se décrypte soi-même à l'aune d'un lieu, d'un nom, d'un paysage et d'une histoire antérieure à laquelle on n'a pas participé. Le secret de Sachiro était coincé là-bas, en Mandchourie, dans des villes dont le nom n'est ni tout à fait japonais, ni tout à fait chinois, ni tout à fait russe, des noms mixtes qui supportent le froid, la bise, la steppe, l'image presque abstraite de camps, de tortures, d'exactions, de corps martyrisés, brûlés, démembrés. Le musée est très impressionnant, mais ma mère n'a pas voulu m'accompagner. A-t-elle précisé ? Et comme elle est morte 3 mois après cette visite, j'ai pas eu le temps de lui poser des questions, même si je suppose que mon père avait été démobilisé au début de la guerre en raison d'une maladie, une pneumonie, je crois. Votre père était militaire ? Oui. Sachiro s'est levé, me signifiant par là que notre entretien était terminé. Je l'ai remercié de s'être déplacé jusque chez moi et je l'ai raccompagné, indécise, à la porte. Ce même jour, alors que la chaleur torride m'empêchait de quitter le studio et que je cédais au syndrome du ventilateur, j'ai vu un singe à ma fenêtre. Il ressemblait au petit macaque croisé au bord du canal quelques jours plus tôt. Je l'ai salué, dans l'espoir de le retenir, il s'est enfui.
J'ai fait des recherches sur les liens entre le Japon et la Mandchourie et j'ai découvert qu'au camp 731, situé à Harbin en Mandchourie, des militaires japonais, dans le plus grand secret, avaient pratiqué des expérimentations biologiques et des vivisections sur des cobayes humains qui, dans les circulaires de l'époque, étaient officiellement appelés des singes de Mandchourie. J'ai pensé que le mot singe était une anagramme du mot cygne. Madame Sakurai ne m'avait pas prévenu qu'elle viendrait accompagnée de 2 de ses amis, un homme et une femme qui devaient avoir entre 70 et 75 ans. Je ne savais ni pourquoi ils étaient là, ni ce qui les liait à cette femme. Nous étions installés dans une salle de classe plutôt conçue pour une conférence que pour une conversation, de sorte qu'il était difficile, eu égard à la configuration des lieux, d'établir une relation avec chacun des présents, d'observer et de saisir ce qui circulait entre eux. Madame Sakurai a consacré notre rencontre à parler de son mari, mort d'un cancer en mars 1995, au moment des attentats. Elle m'a raconté qu'elle n'avait pas été atteinte par la stupeur collective qui avait provoqué l'attaque au gaz dans le métro, prise qu'elle était par une autre douleur, plus personnelle et intime. Son récit portait sur cette substitution d'une douleur à une autre, vécue comme une faute et une honte tenace. Lors de la dernière hospitalisation de son mari, le médecin l'avait prévenu qu'il n'aurait plus l'occasion de retourner dans sa maison. « Mais mon mari voulait mourir chez lui et moi aussi », a-t-elle dit. J'ai tiqué à cette phrase. J'ai pensé un moment que Madame Sakurai voulait mourir elle aussi, en même temps que son mari. Sans doute un excès de lyrisme de ma part, une tendance à voir l'amour comme un sentiment fusionnel qui interdit d'imaginer la vie sans l'autre. Pourtant, le « moi aussi » de Madame Sakurai ne désignait pas une envie de disparaître en même temps que l'être aimé, non, mais seulement de suivre ses volontés et de faire en sorte qu'il puisse finir ses jours chez lui, entouré de ses proches. Alors, au lieu de pleurer, je me suis décidée de mettre mes forces possibles pour vivre avec lui jusqu'à la fin, a ajouté Madame Sakurai. Elle se rappelait avoir été entièrement investie par la mise en place chez elle de soins palliatifs, à une époque où, au Japon, rien n'avait été prévu par les services sociaux pour l'accompagnement des personnes en fin de vie. Pendant 30 jours, elle avait joué le rôle d'organisatrice et d'infirmière à domicile et avait pu rester aux côtés de son mari jusqu'à son décès. Après sa mort, elle avait réuni des lettres et des textes de ses amis et collègues et fait publier un petit livre en son honneur, mais comme elle le disait avec regret, sa fille, qui n'avait que 10 ans à l'époque, n'avait toujours pas lu ce livre, ou si elle l'avait lu, elle ne lui en avait jamais parlé. Madame Sakurai n'a exercé aucune pression sur moi et ne m'a absolument rien dit de particulier sur le rôle qu'elle me voyait jouer ou les usages que je pourrais faire de son histoire. Mais sans doute qu'elle venait me voir en espérant qu'à mon tour, je toucherais un mot de cet homme, afin que son existence ne se soit pas déroulée en pure perte et qu'il reste quelque chose de son fugace passage parmi les vivants. Quand je lui ai demandé, comme j'avais l'habitude de le faire, s'il y avait une chose qu'elle voulait ajouter, elle m'a souri et d'un air gêné mais avec détermination, m'a posé cette question qui reste en suspens depuis, justifiant en quelque sorte le projet même de ce livre. Pourquoi vous intéressez-vous au gaz sarin ? Il n'y a pas
de silence qui tiennent. Il n'y a pas de négation qui tienne. Il y a cette question, trop ancienne, qui se débat comme un insecte aux 1000 pattes retourné sur le dos et tout entier agité par la peur de ne pas retrouver la terre ferme. Fais ce que tu dois, écoute ce qu'on te dit, n'interprète pas, ne rajoute rien, n'enlève rien, ne juge pas, fais ce que tu dois, écoute ce qu'on te dit, n'interprète pas, ne rajoute rien, n'enlève rien, ne tiens pas, fais ce que tu dois, 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 écoute ce qu'on te dit, n'interprète pas, ne rajoute rien, n'enlève rien, ne juge pas. Laisse fleurir le vide, laisse advenir le manque, laisse fleurir le vide, laisse advenir le manque, fais ce que tu dois. Au milieu de mon séjour, alors que l'anxiété, la frustration et un sentiment indéfinissable de perdition ne me quittaient plus, ma compagne est venue me rejoindre pour passer quelques semaines avec moi. Nous avons décidé de quitter mon quartier général pour Teshima, une ancienne île industrielle assez désolée qui s'est reconvertie dans les expositions d'art contemporain. Là-bas, j'avais l'intention d'aller consulter les archives du cœur, une bibliothèque où Christian Boltanski a fait enregistrer les battements de cœur de milliers de personnes et de visiter l'installation issue de cette bibliothèque, une salle obscure où l'on peut se charger de la vibration amplifiée de quelques-uns de ces battements et associer cette vibration à un flash déchirant les ténèbres. Mon objectif n'était pas seulement de consulter cette bibliothèque et de m'immerger dans l'installation attenante, mais aussi d'aller réécouter mon propre cœur enregistré avec celui de ma compagne lors de l'exposition Monumenta de 2011. À cette époque-là, nous avions en effet passé une porte pour rejoindre, derrière la nef du Grand Palais à Paris, une petite pièce anonyme. Nous y avions présenté notre pouls l'une après l'autre à un opérateur qui nous avait fait entendre des sons sourds, irréguliers et rapides venus de l'intérieur de nos deux poitrines, irrégularité et rapidité sans doute produites par le sentiment même de réaliser quelque chose d'exceptionnel et d'émouvant. Ce moment avait été immortalisé et on nous avait précisé à l'époque que les archives du cœur en conserveraient la trace. Nous n'aurions jamais imaginé réentendre cet enregistrement 8 ans plus tard, dans un lieu aussi improbable que cette île perdue de la mer du Japon. Mais comme l'occasion se présentait, ma compagne et moi avons souhaité renouer avec notre passé. Pour retarder le moment d'aller écouter notre cœur, qui devait constituer l'acmé et comme le but de ce long déplacement, nous avions prévu de nous rendre d'abord sur les flancs du mont Danyama, dans la forêt des murmures, une autre œuvre de Christian Boltanski. Dans un espace protégé et excentré assez mal indiqué, de petits arbres fins accueillent des carillons qui tintent dans le vent. Sur les troncs de ces arbres pendent des étiquettes sautillantes, assez similaires aux papiers blancs noués aux abords des temples, où les Japonais écrivent leurs vœux. Les visiteurs de la forêt peuvent y laisser leur nom ou celui de leur amour. Nous nous sommes accroupis à la hauteur des arbres et avons écouté pendant de longues minutes la brise d'après-midi se plaindre, rire, avertir et siffler entre leurs troncs minces et miniatures. Nous n'avons pas apposé nos noms sur les étiquettes, gênés sans doute par le sentimentalisme de cette démarche, mais pleines de cette splendeur modeste dont nous nous sentions dépositaires, comme si toute la forêt continuait à vibrer en nous, nous avons rejoint la plage reculée où les archives du cœur nous attendaient.
du moins c'est ce que nous croyons. En fait, elles ne nous attendaient pas. Elles étaient même plutôt mal intentionnées à notre égard. Elles nous avaient même oubliés. Un médiateur nous a montré comment faire nos recherches et après avoir fouillé dans les documents numériques mis à notre disposition, nous nous sommes rendus compte que l'ancien enregistrement de nos cœurs n'avait pas été conservé ou qu'il avait été effacé ou qu'une opération numérique quelconque l'avait rendu inaccessible. La nouvelle était en soi anodine, mais elle m'a littéralement renversée. Je me suis agenouillée à l'entrée du musée, dans un état de bouleversement complet, et j'ai pleuré pendant de longues minutes. Je ne m'attendais pas à une telle déflagration émotionnelle, d'autant que j'avais eu l'impression de vaincre la tension nerveuse des débuts de mon séjour en mettant en place une pratique de la nonchalance jouée, de l'indolence, du laisser-aller. Tout cela s'est évanoui d'un coup et j'ai été submergée par des larmes beaucoup trop grosses pour moi. Il a fallu un long moment avant que je ne réussisse à reprendre souffle, puis à accepter l'idée la plus simple et rationnelle que ma compagne défendait. Il suffisait de réenregistrer nos cœurs ici même à Teshima. J'ai résisté longtemps avant de me rendre à cette évidence, comme si je voulais être entièrement noyée par cet effacement, comme si je voulais regretter encore et encore tout ce qui avait disparu, et comme si je voulais me prouver à moi-même que rien ne peut jamais être réparé. Finalement, je suis sortie des archives avec un certificat et un enregistrement CD, et ils ont joué, du moins le temps de ce séjour dans l'île de Teshima, le rôle que l'enregistrement de mon cœur 8 années en arrière était censé jouer. Une consolation, un talisman, l'assurance que l'amour est plus fort que la mort, puisque les cœurs, grâce à des supports immatériels, peuvent continuer de battre bien après la disparition de ceux qu'ils ont animés. Te souviens-tu de la douleur psychique la plus vive que tu aies jamais éprouvée ? Peux-tu dire la nature exacte de cette douleur, sa cause et son nom ? Peut-on d'ailleurs donner un nom à une douleur qui dépasse celui qui y est exposé ? Est-ce que le nom n'est pas ce qui permet de la circonscrire, de la retenir et éventuellement de la calmer ? À quoi, sinon, pourrait bien servir de nommer ? Les arbres dorment, les feuilles, la forêt qui t'appelle. Les troncs, les branches t'attirent, t'accueillent, sinon tu chancelles. Tu vas partir, tu cours, t'en as trop des extases. Tu veux encore, toujours et plus, tu quittes et tu blases. Tu cours, tu cours, tu cours, tu t'enfuis, tu t'écrases, tu cours, tu cours, tu cours, tu dévis, tu déjoues, tu sautes, tu danses, tu cries, tu survoles, tu vis, tu déploies, tu crois qu'il faut de l'amour, de l'alcool, tu crois juste changer le sens, le goût des paroles. Tout brûle sur ton passage. Tout brûle dans ton sillage. T'as pas l'âge de t'apercevoir des dommages. Ce sera trop tard quand tu regarderas dans ces pages. Tu soigneras tes plaies, tes écorchures vives. Tu penseras, tu sutureras tes archives. Tu regarderas alors le monde sans en être ivre.
tout brûle dans ton sillage, tout brûle sur ton passage, tout brûle dans ton sillage. J'ai rencontré Mitsuko dans un self-service si animé que quand j'ai voulu réécouter notre entretien, je n'entendais rien de ce que nous nous étions dit. Cela m'a d'autant plus contrariée qu'elle était entrée dans des détails généalogiques et personnels grâce auxquels elle s'expliquait à elle-même les effets dévastateurs que les attentats et autres événements majeurs survenus au Japon avaient eus sur sa famille. Nous avons commandé des ramen, ce qui nous obligeait à aspirer bruyamment les pâtes et faisait fondre notre timidité. Le jour des attentats, c'est un trou, comme si les événements étaient floutés par une nasse de coton. Rien ne peut percer cette nasse, sauf la phobie que j'ai ensuite développée des sacs plastiques, des parapluies et des couloirs, m'a-t-elle dit. J'ai continué à fonctionner comme si rien n'était arrivé. Mais plusieurs fois dans ma vie, les visions sont revenues. Une première fois en mars 2012, au moment de Fukushima, quand brusquement, en voyant Shibuya, le cœur de ma ville natale éteint, Shibuya sans les enseignes lumineuses, les publicités géantes et les éclairages publics, j'ai compris que toute ma jeunesse s'était évanouie d'un coup, que le paysage de mon enfance avait été grisé et qu'on lui avait enlevé toutes ses couleurs. Une deuxième fois, lors des attentats de novembre 2015 à Paris, où, comme toute bonne petite japonaise préparée aux catastrophes depuis l'enfance, j'ai tranquillement pris mon kit de survie, coussins, chapeau, sifflet, basket et biscuits, avant de m'engouffrer dans le métro parisien et de constater que mes visions, parapluies, sacs plastiques crevés, couloirs interminables et désertés, où on entend seulement le claquement de talons hauts, s'étaient ravivées. C'est aussi à ce moment-là, en novembre 2015, que mon fils a commencé à souffrir de violentes migraines. Aucun traitement ne pouvait venir à bout de ces douleurs et nous avons erré de service de pédiatrie en service de neurologie sans trouver aucun remède à son mal. Il a fallu que 2 ans plus tard, un psychothérapeute lui demande s'il avait des souvenirs de l'explosion de Fukushima pour qu'il raconte que le 12 mars 2012, dans son école maternelle à Paris, alors qu'il avait seulement 5 ans, ses camarades de classe lui avaient annoncé qu'une centrale japonaise avait explosé et que toute sa famille avait sûrement été ensevelie par la grande vague. Il s'est souvenu qu'il s'était roulé par terre et avait littéralement hurlé de chagrin. Et 3 ans plus tard, en 2015, au moment de l'attentat du Bataclan, des maux de crâne épouvantables se sont déclarés. Grâce à un tiers, nous avons pu faire le lien entre ces 2 événements et dénouer l'angoisse qui s'était emparée de mon fils. Je lui ai expliqué que je ne prendrais jamais de risques inconsidérés, que, dans la mesure du possible, je serai toujours vigilante pour moi et aussi pour lui. Je lui ai promis que je ferais le maximum pour survivre, même si je ne pouvais le lui garantir, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Après cette déclaration, faite solennellement devant témoins, les maux de tête de mon fils se sont atténués, puis ont disparu. La promesse que je lui ai faite l'a définitivement rassuré. J'ai médité cette expérience de Mitsuko, moi qui, lors de mon adolescence, n'avais pas été capable d'utiliser la parole pour apaiser une douleur trop grosse pour moi, qui avait eu peur, en l'exposant, de la salir, et qui avait préféré l'enfermer dans un coffre hors de portée, jusqu'à découvrir, des décennies plus tard, que ce séjour à l'abri de toute lumière et de tout échange, au lieu de la conserver intacte et pure, comme la trace indubitable de ce qui avait eu lieu, l'avait au contraire rendu méconnaissable et quasi indétectable les événements qu'il avait déclenchés. La parole est peut-être une monnaie de singe, elle véhicule des demi-mensonges et des demi-vérités, mais c'est parce qu'elle vole, installe de l'air entre les choses et nous,
entre les gens et nous transmettant le mouvement de la plume et du vent, qu'elle contrebalance et corrige la gravité. Dans la pureté des crépuscules, ça donne à la danse des êtres plutôt majuscules. Ça donne à la danse. Ils ne savent pas, ils sont crédules. Ils donnent, ils donnent, ils dansent de leur peau fraîche et sans recul. Ça donne à la danse. Ah, 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 ah. Ils ne savent pas que viendra l'heure et que passera la brillance. Invincible, ils fredonnent leur beauté et leur nonchalance. Ils ne savent pas, mais ils présument que le monde sera le monde quand pour la mousse de l'écume il faudra céder son costume. Dans la pureté des crépuscules, ça donne à la danse des êtres plutôt majuscules. Ça donne à la danse. Ils ne savent pas, ils sont crédules. Ils donnent, ils donnent, ils dansent de leur peau fraîche et sans calcul. Ça donne à la danse. 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 Ils ne savent pas qu'est venue l'heure. Ils avalent sans réfléchir. Ils n'ont pas d'horaire, pas d'erreur. Le temps est loin de l'avenir. Dansez, dansez tous mes amours. À la seconde, je rallume tous les brasiers du petit jour. Dansez, dansez tous mes amours. Tous mes amours. Dans l'agonie des crépuscules, ça donne à la danse des êtres plutôt majuscules. Ça donne à la danse. Ils savent tout et dans leur bulle. Ils donnent, ils donnent, ils dansent des coups de hanche, des coups de cul. Ça donne à la danse. Ça donne à la danse. Ça donne à la danse. Ça donne à la danse.